Fin du pèlerinage 2012. Après Arafat, nous verrons ce soir la dernière étape, celle de Mina, où la filière gouvernementale. Les premiers pèlerins sont attendus à Bamako déjà en début de semaine. L'assurance automobile en question au Mali, la loi oblige tout propriétaire de véhicule à souscrire un contrat d'assurance. Mais les assurés se plaignent des longues procédures d'indemnisation. Certains n'hésitent pas à parler d'arnaque. Nous avons approché assurés et assureurs. L'autre dossier du jour concerne la hausse du prix du charbon de bois observé depuis quelques mois. Le sac de 50 kg est vendu à 4 000 francs CFA. Celui de 100 kg est cédé à 8 000 voire 10 000 francs CFA. Mohamed Diarra nous édifie davantage sur cette augmentation de prix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le pèlerinage 2012 a mobilisé des millions de fidèles musulmans, parmi lesquels près de 8 000 Maliens. Après Arafat, les pèlerins ont bouclé la boucle avec l'étape de Mina et se préparent pour le retour au Bercail. Pour la filière gouvernementale, les premiers pèlerins sont attendus déjà en début de semaine prochaine. Mamadou Niamadjara pour les détails depuis la Mecque. Près de 3 millions de pèlerins du monde entier, dont 8 000 Maliens, ont convergé vers Mina le mercredi dernier. C'était pour entamer l'ultime phase du pèlerinage musulman. De la Mecque à Mousdalifa, en passant par Mina, Arafat, pour finir à Mina, c'est tout un processus. Pour certains pèlerins, il ne reste que les 7 derniers tours de la Kaaba à faire avant de prendre le chemin du retour. À chaque étape, les Maliens ont accompli leur devoir religieux et prié pour notre pays. Le spécialiste des questions religieuses, Mahamadou Diallo, imam de la mosquée de Trokorbogo, explique ici les rites et les traditions prophétiques que les pèlerins maliens ont suivis étape par étape. Le 8e jour où le pèlerin, à partir de la Mecque, formule l'intention de faire son hajj. Et ensuite, il fait la sacralisation. Après la sacralisation, le pèlerin se dirige vers Mina pour respecter la tradition prophétique, à savoir faire la prière de Zuhr et de Asr à Mina. À Arafat, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yagouba Traoré, et l'imam de la mosquée Djingareber de Tombouctou étaient de la partie. Le jour d'Arafat est le jour le plus important du pèlerinage. Le 9e jour, qui est le jour d'Arafat, Arafat, c'est le jour des invocations, où toute invocation du pèlerin est acceptée. Il n'y a pas de rejet le jour d'Arafat. Ensuite, le pèlerin, après le stationnement d'Arafat, se dirige vers Mousdalifa. Une fois à Mousdalifa, le pèlerin va à la recherche de 7 cailloux qui va jeter le jour de la fête vers le grand chatan. Et s'il veut, il a la possibilité encore d'en prendre jusqu'à 49. Nous sommes à la Mecque. Nous avons fini l'étape de Arafat, de Mina, de Mousdalifa et on a fait le sa'i pour le Hajj. Et maintenant le pèlerin s'apprête à quitter le territoire saoudien pour rentrer chez lui et il doit effectuer ce qu'on appelle le tawaf d'Adjé. Le retour des pèlerins de la filière gouvernementale est prévu pour le début de la semaine prochaine. Ici à Bamako, c'est parti depuis cet après-midi pour la 5e édition de l'opération Total Guérison. Elle est organisée par les hommes d'affaires du plein évangile au Mali pendant 8 jours. De nombreux pasteurs venus de plusieurs pays d'Afrique vont prier pour la paix dans notre pays. Timgo Konaté était au lancement de l'événement. Suivons ensemble son reportage. Ils étaient nombreux, les fidèles chrétiens, à prendre d'assaut ce dimanche soir le stade Omnisport Modibo Keïta pour imprimer un cachet particulier au lancement d'un événement annuel de taille, l'opération Total Guérison. Célébrée pour la 5e année consécutive, l'édition 2012 se tient dans un contexte particulier, celui de l'occupation des régions du Nord par les bandits armés avec toutes les conséquences qui en découlent. Il s'agit pour les pasteurs venus de nombreux pays d'Afrique pour la circonstance d'enseigner les préceptes de la religion chrétienne à des centaines de fidèles et de prier par la suite pour un Mali uni. Les églises en tant qu'organisation formée en vue du culte, sur la base des saintes écritures, ont trouvé que seul Dieu, à lui seul la gloire,
Seul Dieu est à même de trouver la solution à tout drame humain. C'est pourquoi nous avons décidé de prier, d'intercéder avec la conviction que Dieu nous entend au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a fait la paix par son sacrifice à la croix. À la croix, le Christ a réconcilié l'homme avec Dieu et l'homme avec l'homme. Nous privilégions la prière au-dessus de toute autre approche, car Dieu lui-même nous la commande dans sa parole. Lorsque des hommes et des femmes prennent leur temps et leur argent pour organiser de telles rencontres afin d'élever la voix vers Dieu pour la paix et organiser entre les filles et fils de notre peuple, nous devons leur être reconnaissants. Nous nous réjouissons de voir l'ensemble des composants de l'Église du Mali réunis autour de ce projet fédérateur. C'est la preuve qu'autour de l'essentiel, notre peuple sait se retrouver, s'unir, s'entendre. Tous ont formulé les vœux de célébrer la prochaine édition dans un Mali apaisé. Autre activité religieuse, l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, qui a un nouveau délégué général. Il s'agit de Dr Youssouf Dambélé, qui succède à Daniel Koulibaly. La cérémonie de passation de service entre les deux s'est déroulée en présence du représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte et de l'archevêque de Bamako, Fademba Keita, pour le compte-rendu. Voici le tout nouveau délégué général de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGMPM. Dr Youssouf Dambélé, 4e délégué général de l'association, reçoit ainsi les instruments de gestion du bureau des mains du délégué général sortant, le professeur Daniel Koulibaly. Ce dernier, dans son allocution, a d'abord demandé pardon à toute l'Église pour toute insuffisance, pour toute offense, mais aussi pour toute mission non accomplie envers les frères et sœurs en Christ. Il a ensuite imploré le Seigneur. Puisse le Seigneur vous assister puissamment pour être pleinement à la hauteur de la mission qui vous est confiée. Je vous exhorte à ne jamais vous laisser distraire ou dévier de la mission fondamentale de l'AGMPM selon ses statuts. Élu lors de l'Assemblée générale tenue entre les 25 et 28 septembre 2012, ce détenteur d'un doctorat en théologie systématique de l'Université évangélique de l'Illinois aux États-Unis reconnaît l'ampleur de la mission qui l'attend. Cependant, au nom de son équipe, il s'engage à être un modèle pour le peuple de Dieu. Nous nous efforcerons d'être les porte-drapeaux de la foi évangélique. Nous soutiendrons tous les efforts qui visent à promouvoir la paix et l'amour du prochain dans notre société. La réunification territoriale du pays, l'instauration d'un pouvoir véritablement démocratique dans un État laïque sont entre autres enjeux qui attendent aussi les organisations religieuses de notre pays. L'AGMPM ne saurait rester à l'écart de cette mouvance et sa participation devra être sans équivoque. Les prières et les bénédictions prononcées par les pasteurs et fidèles chrétiens sollicitent l'accompagnement et la grâce du Seigneur Jésus afin de donner aux membres du bureau exécutif la sagesse et la force nécessaires de conduire le peuple de Dieu durant les 5 ans à venir. La communauté malienne de la province de Padova en Italie dispose désormais d'un service consulaire de proximité. L'inauguration du consulat a eu lieu en présence d'une forte délégation de Maliens d'Italie ainsi que de nombreux diplomates. Makamfin Konaté pour le reportage. D'un locaux flambant neuf, un service d'accueil et de conseil, un avocat au service de la communauté malienne, voilà ce dont bénéficient désormais les Maliens vivant dans la province de Padova en Italie. Une communauté estimée à près d'un demi-millier. Le geste est bien accueilli par les bénéficiaires. Cette cérémonie d'inauguration est une occasion pour nous de manifester nos sentiments de joie pour la nomination de maître Jean-Paul Corrombello au poste de consul honoraire du Mali à Padova. Nous le remercions vivement pour l'excellent rapport et la collaboration sincère qu'il a toujours maintenue avec la communauté malienne. Outre la protection des intérêts des Maliens Padova, le nouveau consul honoraire, un avocat de carrière,
s'attellera à tisser des relations commerciales entre cette province industrielle d'Italie et le Mali. Une excellente opportunité, affirme l'ambassadeur Drapeau. L'installation d'un consulat honoraire représente un acte majeur. Celui de Padoue offre un outil idéal pour renforcer la connaissance mutuelle et l'estime entre les peuples maliens et italiens. Il constitue aussi la garantie d'une gestion de proximité des problèmes des ressortissants de la communauté malienne qui bénéficient désormais d'un appui supplémentaire, attentif et bienveillant. Grand amoureux du Mali, Maître Franco Rondello, fervent avocat défenseur de la cause du Mali, ne rate pas d'occasion de sensibiliser l'opinion italienne sur la crise malienne. À travers un chercheur malien et un artiste peintre italien, le parcours héroïque du peuple malien et un résumé de l'actualité ont été exposés aux 500 invités de cette cérémonie. L'événement a été également l'occasion de présenter aux Maliens d'Italie Mme Safiatou Sakho, lauréate d'un trophée d'ambassadrice de la paix. À son tour, la communauté malienne d'Italie a offert au nouveau consul honoraire un masque en guise de reconnaissance de ses efforts pour le Mali. Le nouveau consulat est situé en face de l'unique gare ferroviaire de la ville de Padova. Il est attendu ce soir même à Bamako le président directeur général de RNES, Malamine Koné, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et non pour qui la solidarité est une conviction. Hier, parrain du mois de la solidarité, parrain de la biennale du cinquantenaire, l'équipementier des Aigles du Mali entend respecter la tradition et au-delà exprimer son engagement indéfectible pour le Mali en décidant de venir partager ces moments à la fois pénibles et historiques avec ses compatriotes. Le signal Mangadambeli. Malamine Koné qui est donc attendu ce soir même à Bamako. Le dossier de cette édition est consacré à l'assurance automobile au Mali. Comme vous le savez, la loi fait obligation à tout propriétaire de véhicule à souscrire un contrat d'assurance automobile. La même loi exige l'indemnisation des victimes en cas d'accident. Sur ce dernier point, les assurés se plaignent des longues procédures d'indemnisation qui peuvent prendre souvent des années. Pour les assureurs, tous les sinistres ne sont pas faciles à gérer et il faut du temps. Assurance ou arnaque? La réponse avec Brahma Traoré. Les compagnies d'assurance du Mali assurent-elles? Je dirais oui. Toutes les compagnies d'assurance assurent réellement. La question fait débat entre les assureurs et les assurés. Les seconds accusent les premiers de ne pas faire correctement leur travail. Qu'en est-il réellement? Parmi les compagnies d'assurance contactées, 3 ont accepté de témoigner. Assurance Lafia, Colina et Alia. Très peu de compagnies d'assurance ont aujourd'hui une bonne réputation. Un tour dans la circulation permet de s'en convaincre. I ka bolifɛn bɛ tiɲɛ i k'i ka wari yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ k'i ka bolifɛn dilan o yɛrɛ problème ye kɔntɛ assurance b'a ka baara kan normalement la chauffeur man ka tɔɔrɔ chauffeur bɛ kaso fu ka assurance nɔfɛ assurance no mɔgɔ ɲɛnama tɛ ɲɛ fɛ a ka gɛlɛn assurance t'a ka baara kɛ wallahi. Pas de victimes non indemnisées, c'est l'esprit de la loi de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Cette assertion selon certains assurés n'est qu'une pure chimère. Parce que les assurances en Afrique, c'est même en cas d'accident, les gars, si tu n'as au moins, si tu n'es pas mieux placé, on ne te paye pas, l'assurance ne te paye pas. Or pourtant, chaque année, tu es obligé de prendre ton assurance pour la voiture, pour éviter les emmerdements des policiers. Et quoi. Mais en cas de problème, l'assurance ne paye pas. Parce que j'ai vu plusieurs cas. Ce n'est pas l'avis de tous les assurés. D'autres sont satisfaits des prestations des compagnies d'assurance. Je trouve qu'ils sont très fiables quand même. Oui. Et franchement parler, quand on prend l'assurance, ça nous assure vraiment. C'est pas pour faire la publicité pour cette compagnie, mais nous avons eu vraiment la satisfaction avec eux. Parce que les sinistres sont payés à temps. Ça nous a arrivé même avoir un paiement par anticipation. Bon, je crois qu'elles sont intéressantes pour le moment. Bon, seulement que les prix vont grandissant de jour en jour. Il va falloir que l'État puisse vraiment prendre des mesures
pour que ça soit accessible aux citoyens lambda. Pour les assureurs, la longue marche vers l'indemnisation des victimes d'accidents a bien une explication. La première, le souci de bien faire. La seconde, l'insolvabilité et la gestion dilatoire de certaines compagnies d'assurance. Conséquence, la procédure d'indemnisation peut prendre des années. Souvent, des dossiers peuvent traîner aussi à cause du fait que le véhicule qui est responsable de l'accident peut ne pas être un véhicule assuré au Mali. Donc, il faut une compréhension de la part des assurés pour que ceux-ci comprennent que tous les sinistres ne sont pas faciles à gérer. Et bon, les cas les plus faciles à gérer, c'est souvent les cas où la garantie est en tout risque. Parce que quand vous avez une garantie tout risque, que vous ayez causé du tort à quelqu'un, que vous ayez vous-même des dommages, ils vont payer les deux. Et généralement, ça n'attend pas. La gestion d'un dossier de sinistre fait appel à plusieurs parties. D'abord, il faut le PV. Et le PV est rédigé en dehors de la compagnie. Et la loi même dit que ceux qui ont en charge la rédaction des PV ont 3 mois pour transmettre le PV aux compagnies. Donc, minimum 3 mois. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des PV qui traînent de 5-6 mois. C'est une source vraiment de lenteur. Il y a aussi des témoignages, l'audition des témoins, des victimes, souvent qui prennent du temps. Les compagnies d'assurance sont agréées par le ministère de l'économie et des finances. Si une compagnie ne joue pas pleinement son rôle, elle s'expose aux sanctions de l'organe de tutelle qui est le ministère de l'économie et des finances. Donc partant de là, toute compagnie qui fonctionne normalement sur le marché est réputée prendre en charge réellement les sinistres qui lui sont déclarés par ses assurés. Pour une indemnisation rapide des assurés, les compagnies d'assurance viennent de signer une convention qui instaure une procédure allégée d'indemnisation de l'assuré. Toutes les compagnies ont mis en place une caution de 15 millions par compagnie que nous avons déposée. Donc, dans le cadre de cette convention, toutes les fois qu'on a senti un retard dans le règlement d'un sinistre par la cause d'une compagnie, nous défalquons immédiatement le montant de l'indemnité de la caution déposée. Nous payons la victime telle qu'elle doit être payée. Et la compagnie qui devait payer normalement le sinistre est obligée de compléter sa caution. Donc, si ça dépasse le montant de cela, donc ensemble nous nous en sortons et nous prenons une disposition qui doit faire en sorte que, en tout cas, la victime en question soit indemnisée dans les plus brefs délais. Un texte ne vaut que lorsqu'il est appliqué à la lettre. La mise en œuvre courante de cette convention devra donc permettre aux compagnies d'assurance de redorer leur blason. Autre préoccupation, le prix du charbon de bois qui connaît une augmentation depuis 2 mois. Le sac de 50 kg est vendu à 4 000 francs CFA et celui de 100 kg à 8 000 voire 10 000 francs CFA par endroit. Toute chose qui influe négativement sur le pouvoir d'achat des populations. Cette hausse des prix du charbon s'explique par l'abondance des pluies enregistrées cette année. Beaucoup d'exploitants ont abandonné cette activité pour s'adonner aux travaux champêtres. Certains se plaignent aussi des tracasseries routières. Donc, le constat est identique. Le prix du charbon a augmenté depuis 1 mois et demi. Le sac de 50 kg est vendu aujourd'hui à 4 000 francs CFA contre 3 000 francs il y a 1 mois. Le sac de 100 kg oscille entre 8 000 et 10 000 francs CFA. Une hausse vertigineuse qui s'explique par la diminution saisonnière de l'offre de charbon de bois en saison de pluie. À chaque fois maintenant, si nous sommes à l'hivernage, donc vous savez que les prix grimpent. Donc en ce moment, c'est ce qui explique maintenant l'augmentation du prix du charbon actuellement. Or, Caméra, le directeur national adjoint du service des eaux et forêts, confirme cette hypothèse.
Ce service que nous avons approché n'a pas voulu parler pour des raisons administratives. Autre facteur avancé par les exploitants de charbon, les sempiternelles tracasseries routières et la non-application des textes en vigueur. Bon, taxi ni sebe kono cogo min parce que là an est aux ouvriers ma bɛɛ kelen ma olu ko bɔrɔba bon an yɛrɛ président tɛ min laɲini sisan o tɛ 230 ye sisan o bi donni na donya olu ko bɔrɔba min ni bon ko o den fila an na laɲini sisan o den fila le bi bɛn di toni chargement ma bon aux ouvriers ko normalement ko o den kelen o ko soit allez voilà ce qui a été conclu entre nous et la direction nationale des eaux et forêts donc est que des sacs de 50 kg maintenant est considéré maintenant comme un quintal. Bon maintenant en ce qui concerne maintenant à la pratique donc vous trouverez que les gens qui sont là-bas ils considèrent maintenant un seul sac en un quintal. Donc alors que les quintals coûtent 1600 francs. Donc quand on essaie de voir ça maintenant, donc vraiment il y aura toujours maintenant des mésententes entre nous et les agents qui sont à l'origine même de ces produits-là. Les consommateurs sont donc les premières victimes de ce renchérissement. De l'avis de la plupart de nos interlocuteurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, le prix du gaz butane n'influe pas encore sur le prix du charbon. C'est donc pour mieux organiser le secteur qu'une convention a été signée entre l'association des exploitants du charbon de bois et le service des eaux et forêts. Dans cette convention, il est prévu de changer les modalités d'exploitation des produits forestiers. Le secteur de l'exploitation du charbon de bois souffre aujourd'hui de son manque de professionnalisme. L'exploitation du charbon de bois est considérée comme une activité d'appoint pour les paysans. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ne prennent pas de permis d'exploitation. Certains le reconnaissent volontiers. Bon, permis en boulot, mais on bénit document de l'État. On est aux ouvriers. Parce que le nombre de Roms, on sait qu'à expliquer, mais on ne va pas faire que tu n'as pas permis. On est en période de permis. Parce que on met à Rome, on a ça, on est barrage. Parce que moi, je suis là. Oui, Rome, il y a un assistant. On a un dollar, on a permis. On a permis de donner la somme, on a permis. D'autres pensent que prendre ou ne pas prendre le permis d'exploitation, c'est comme bonnet blanc et blanc bonnet. En ce qui concerne les permis maintenant, les agents maintenant qui sont à l'origine même de la délivrance de ces permis-là, à nos différentes zones d'exploitation, souvent ils nous disent qu'ils n'ont pas de permis. Donc ils n'ont pas de permis, ça trouve souvent qu'ils ont des permis, mais pour en profiter maintenant, donc ils obligent maintenant les gens maintenant à passer par l'arrangement. C'est pour cette raison maintenant qu'on a beaucoup de problèmes. Ouais, souvent, le prix d'arrangement là est supérieur au prix officiel. Les intéressés battent en brèche l'argument selon lequel les exploitants du charbon de bois détruisent la faune et la flore. Nous, on ne détruit pas. Nous, avec le moyen maintenant, vous savez que le reboisement est très coûteux. Avec notre moyen à bord maintenant, on essaie maintenant chaque année maintenant de reboiser. Donc maintenant pour montrer à l'État maintenant que nous ne sommes pas des destructeurs, mais nous sommes bons pour l'État également. Comme je vous avais bien signalé, les produits que nous faisons là, donc on fait pour les paysans quotidiens. On ne l'a jamais jeté maintenant sur un tas d'ordures. Le bois, que ce soit le bois, que ce soit du charbon, personne n'a jamais vu maintenant le bois ou le charbon jeté dans un tas d'ordures. Ça se consomme au Mali ici. Nous avons fait notre plantation, plus de 3700 pieds. Nous avons eu à faire ça. Il est donc temps de faire taire les divisions et de regarder dans une même direction. Et cela au nom de la survie de notre écosystème. Voilà, vous l'avez compris, c'était un reportage signé Mohamed Diarra, Sport Football, la Super Coupe du Mali de football, qui annonce le démarrage de la nouvelle saison, a été remporté par le Djoliba AC au tir au but 6-5 face à l'Union sportive de Bougoudi, temps réglementaire, un but partout, nous signale Al-Jumatina. La nouvelle saison est officiellement lancée au Mali avec cette rencontre, comptant pour la Super Coupe de football. Sur la pelouse synthétique du stade Mamadou Konaté, on retrouve le champion en titre, le Djoliba Athletic Club, dans sa couleur traditionnelle le rouge, et l'Union sportive de Bougouni, vainqueur de la 52e Coupe du Mali. Sur le papier,
l'USB en jaune n'apparaît pas comme un véritable sparring partenaire. Face à l'Ogre de Libis, les deux équipes partent d'ailleurs à la pause sur un score de parité d'un but partout. Puisqu'au but de Bokar Bangroua à la 19e minute, interviendra l'égalisation de l'Union sportive de Bougouni à la 25e minute par Moussa Sangari. Pourtant, au grand complet, le Djoliba AC des retours de la mi-temps va éprouver d'énormes difficultés à se défaire de l'étau de l'USB. À 1-1, recours est finalement fait à l'épreuve fatidique des tirs au but, laquelle sourit au rouge de Bamako, vainqueur 6-5. Je comptais surtout aujourd'hui sur l'équipe de Bougouni de nous faire bouger. Et parce qu'on a fait un long voyage, on a fait quand même quelques jours sans entraînement. Il y a eu la fête, il y a tout ça, il y a beaucoup d'alliés qu'on n'a pas pu maîtriser. Aujourd'hui, on a eu quand même une bonne opposition. Vraiment, au-delà même du trophée, j'étais très quand même impressionné par la résistance de l'équipe de Bougouni. Je connais un peu le Djoliba et on était obligé de mettre quelque chose en place pour ne pas être trop embêté. C'était un bonus, il ne faut pas se leurrer. Et là, quand même, mon objectif principal, c'est d'être en première division la saison prochaine, Inch'Allah. Qualifié pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club succède ainsi au club olympique de Bamako dans cette compétition et annonce du coup la couleur pour la nouvelle saison. Sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 10h-13h, vous serez en compagnie de Amara Mali Diallo. Et pour les éditions du soir, retrouvez Ndeye Sissoko, restons de cœur rédaction. Avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonne suite de nos programmes.